Le coronavirus a montré, et nous le montre, et ça on l'a expliqué régulièrement dans cette émission, pourquoi est-ce que, et à quel point on est dépendant, on est extrêmement dépendant de ce qui se passe et de la production en Chine. D'où la question, tiens, et si on relocalisait? Cette question se pose voilà, avec acuité parce que le coronavirus a révélé les failles, encore une fois, d'une mondialisation autour de laquelle la Chine s'est organisée. Bonjour Franck. Bonjour. Franck Dedieu, directeur adjoint de la rédaction de Marianne. Je vous aime bien, mais vous allez me dire qu'il faut se barricader. C'est ça la solution? On ferme tout? Relocaliser, ça ne veut pas dire se barricader. D'abord, peut-être commencer par regarder un peu plus froidement les choses d'un point de vue économique en regardant notre dépendance à l'égard de la Chine. Quelques chiffres. C'est pas seulement français, je vous coupe, c'est pas. Alors, on y reviendra, ouais, mais il y a une particularité, une spécificité française. Chacun sa spécificité d'ailleurs, parmi les pays européens. Mais si vous voulez, par rapport au SRAS 2003, les règles fondamentales de la mondialisation n'ont pas véritablement changé. Les règles, les principes, le libre-échange, la course au moins-disant sociale, environnementale. Depuis 2003, au fond, on vit avec les mêmes règles. On n'est pas dans un autre monde. Et pourtant, si. Ce qui a changé, c'est l'ampleur du phénomène. Je vais vous donner quelques chiffres. La Chine représente aujourd'hui 9% de nos importations. Bon. Mais en valeur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que depuis le SRAS, entre 2003 et 2019, d'après les chiffres de la douane, nos importations en valeur, on regarde en euros, venant de la Chine, ont augmenté de 287%. C'est-à-dire qu'on est dans un autre monde. Pour les équipements électriques et électroménagers, ça monte, cette appréciation en 17 ans seulement, monte à 450%, plus 450%. C'est-à-dire qu'effectivement, nous sommes sur les mêmes logiques, effectivement, mais avec une ampleur, Chine et puis après on rapatrie chez nous. Avec une ampleur absolument folle. Alors effectivement, les consommateurs ont pu y gagner parce que les prix ont stagné sur ces produits, voire ont baissé sur certains produits. Mais en revanche, du point de vue des salariés, il en va tout autrement, en particulier dans les zones commerciales. C'est pour ça que, fort de ce constat, qui est quand même avec des chiffres, pardon de vous le répéter, mais qui montrent une accélération inouïe du phénomène de mondialisation, en particulier vers la Chine, eh bien, qu'il fallait relocaliser. Nous l'assumons, bien sûr. Ouais, donc relocaliser, évidemment, on voit bien que si on produit sur le sol français, c'est des emplois en plus. D'ailleurs, en passage pour la planète, ça serait aussi meilleur en termes d'économie de CO2. Ouais. Mais honnêtement, c'est plus facile à dire qu'à faire. Ça se saurait sinon. Vous avez raison, sans aucun doute. Arnaud Montebourg avait, c'était un point important. Ministre du redressement productif. Redressement productif. Redressement, ça veut dire aussi, ça entendait aussi relocalisation. C'était ça l'idée. Eh bien, il s'y est cassé les dents. Alors, évidemment, il y a plusieurs raisons. C'est que vous avez un fractionnement aujourd'hui de plus en plus important du processus productif. C'est-à-dire que oui, on aurait pu le dire, ça c'est important ça. Voilà, il y a une chaîne de fabrication au sens presque physique de cette chaîne, et puis il y a des maillons. Et ces maillons, bien, sur toutes ces chaînes, la Chine est présente via 2 ou 3 ou 4 maillons, de façon peut-être moins imagée. Les produits sont produits par morceaux, en fait. Voilà, exactement. Mais organisés autour de la Chine, au final. Exactement. Vous avez une sorte de Lego, et de plus en plus de pièces, de briques viennent de la Chine. On parle de 15 à 20% de la chaîne dans l'appareil productif. Donc ça, c'est évidemment difficile. Deuxièmement, parfois même, j'ai envie de vous dire, cette chaîne, elle est quasiment sino-chinoise. Dans l'acier, les terres rares nécessaires pour les matériaux électriques, et puis la Chine produit à elle seule, on l'a beaucoup dit ici, 60% du paracétamol. Est-ce que pour autant on se dit, au fond, ça y est, c'est terminé, vive le statu quo, il n'y a plus rien à faire, il en va pourtant de notre souveraineté, Bruno Le Maire le dit. Souveraineté, je dirais, sanitaire, avec l'histoire des médicaments. Ibuprofène, paracétamol, pénicilline, voilà, entre 60 et 80% du substrat est produit d'un médicament produit en Chine. Et donc, effectivement, une fois qu'on a dit ça, il faut quand même passer à l'acte. Alors, passer à l'acte, ça veut dire... Fermeture des frontières. Alors, pas forcément, ça veut dire pas forcément. Ça veut dire peut-être du protectionnisme avec une incitation à ne pas importer. Ça voudra dire des droits de douane. Européen. Alors, européen, on espère, on va y revenir. Est-ce que c'est possible à l'échelle européenne?
via des droits de douane, effectivement. Vous avez aussi des possibilités de rétablir, lorsqu'il y a du moins-disant social ou du moins-disant environnemental, une sorte d'écluse pour, là aussi, inciter la Chine d'abord à favoriser sa demande intérieure aussi. Parce que dans cette histoire, ceux qui sont perdants partout, et non pas simplement dans les pays occidentaux, ceux qui sont aussi perdants maintenant, ce sont aussi les Chinois. Pourquoi? C'est-à-dire que si vous dites, nous voulons suivre une stratégie très exportatrice, mercantiliste, nous sommes obligés de tenir les coûts du travail, d'avoir une certaine compétitivité qui augmente de très manière, vite d'ailleurs. Ils augmentent de sorte que vous avez des pays comme le Vietnam, le Bangladesh, ou la Thaïlande, qui finissent par être davantage compétitifs. De la même manière que vous avez une sorte de moins-disant social 3.0 où la Turquie finit par se dire « Ah ben attendez, les pneumaticiens, il vaut mieux qu'ils produisent en Égypte qu'en Turquie. » Donc, et c'est pareil pour la Pologne. On se dit, bah, les délocalisations en Ukraine, finalement, c'est lorsque la Pologne devient chère, mon Dieu, donc, effectivement, ça fait peur. Non, mais de la même manière que la Turquie devient chère, de la même manière que la Chine devient chère. Donc, finalement, ce système-là, si vous voulez, il empêche véritablement ces pays qui sont fraîchement émergés, d'émerger véritablement pour créer une sorte de classe moyenne, je dirais un substrat de classe moyenne important. Autrement dit, il y a une politique de demande intérieure à mener dans ses propres pays, à augmenter les salaires, de manière à ce que, eh bien, au sein même des autres pays, il y ait, du pays même, une dynamique économique. Quelqu'un comme Keynes l'avait très bien compris. Keynes, en 1933, il publie justement un article dans lequel il dit, sur l'autosuffisance nationale, il dit tout ne peut pas relever du libre-échange, il faut produire soi-même pour créer une demande intérieure. Et donc il va imaginer un circuit économique, le fameux circuit keynésien de demande intérieure, il voit très bien cela, mais il dit, en 1933, il dit attention, si on le fait bêtement, si on le fait par précipitation, dans un univers où on voit qu'il y a des systèmes totalitaires et autoritaires en Italie, en Allemagne et même en Russie, de l'époque. À l'époque, il se dit attendez, il faut vraiment le faire, mais de façon, je dirais, cohérente, froide, c'est le comment. Sans prendre son temps. Et donc le comment, c'est quoi le comment? Le comment, c'est quelque part, c'est une génération d'économistes qui, plutôt que de faire des équations à 25 degrés avec long comme le bras pour faire gagner 3 francs 6 sous sur les marchés financiers avec 3 points de base, ils devraient se dire, bon maintenant comment on fait? Comment on fait? On prend secteur par secteur, le bois, le matériel électrique, la production. Eh bien, on calcule les droits de douane, on calcule comment faire un différentiel entre le coût de fabrication. Qui les paye, c'est le consommateur en France qui paiera ces droits de douane. Mais là aussi, pourquoi pas, on peut imaginer que le pays qui reçoit le droit de douane, eh bien, le reverse, par exemple, à des syndicats dans des pays comme la Chine, de manière à pouvoir augmenter les salaires, ou la Chine ou d'autres pays. Il faut de la coopération pour ça. Il faut de la coopération. Et je pense à l'Europe. Effectivement, sur le papier, c'est quelque chose d'un peu, c'est une sorte de rêve que je. De plaidoyer patriotique, mais après, dans les faits, encore une fois, la réaction des partenaires européens pour se mettre d'accord, je pense qu'on en reparlera dans 5 ans, on sera au même point. Peut-être. Non, mais c'est là où véritablement il y a une question urgente pour l'Union européenne de changer véritablement de logiciel. Mais là où je suis peut-être un peu optimiste, j'ai appris à ne pas trop m'emballer en ce qui concerne l'Europe sociale, parce que l'Europe sociale, ça fait 30 ans qu'on en entend parler, et puis finalement, elle ne vient jamais. Mais ce qui se passe quand même, c'est que tous les pays se retrouvent piégés par cette histoire de coronavirus et surtout par leur dépendance à l'égard de la Chine. Mais tous les pays, chacun à leur manière. La France, piégée pourquoi? Parce qu'elle se dit, j'ai délocalisé pour produire en Chine, ça me pose un problème. Deuxièmement, l'Allemagne, autre stratégie, mais tout aussi piégeuse. Je produis chez moi, mais j'exporte largement. Le Volkswagen, je vous donne juste un chiffre, en 2004, c'était pas il y a très longtemps, 2004, au lendemain du SRAS, 1,4 million de véhicules vendus, aujourd'hui, en Chine. Aujourd'hui, 4,1 millions de véhicules. Ils sont produits, ça? Ils sont produits, alors après savoir comment ça se passe en chaîne de valeur, mais beaucoup de ces véhicules sont made in Germany.
Ouais. Et donc là, c'est un problème de demande pour le coup, c'est plus un problème d'offre. Vous avez tout à fait compris, c'est-à-dire qu'à partir d'un moment, pour l'aspect français, c'est un problème d'offre, de production. Et puis pour l'aspect, pour les Allemands, ça sera une question de demande là-bas chinoise. Ouais. Si elle tombe comme un soufflet, eh bien les débouchés pour les Allemands seront différents. Vous avez une troisième stratégie, l'Italie, c'est celle de l'Italie, ouais. Absolument. Alors là, c'est plutôt, je dirais, l'Italie qui demande de l'argent. La dépendance, elle n'est pas économique ou commerciale, elle est plutôt financière. On a vu que les Italiens ont passé des accords, des protocoles d'accord pour la route de la soie avec la Chine, et où on aura des accords de coopération pour les ports de Gênes et de Trieste, de 2,5 milliards quand même derrière. Donc, si vous voulez, vous avez chacun des pays qui ont, compte tenu de leur stratégie économique, se retrouvent exposés chacun à leur manière à une sorte de dépendance à la Chine. La France, parce qu'elle produit là-bas, l'Allemagne, parce qu'elle vend là-bas, et l'Italie, parce qu'elle tend la Sibyle pour avoir un peu de financement. Et donc, je me dis, c'est l'occasion ou jamais, peut-être pour se dire, au fond, à partir du moment où cet état de fait, ce diagnostic de dépendance accrue nous expose toutes les conséquences. Il faut en tirer toutes les conséquences. Et donc relocaliser, mais quoi, pour relocaliser quoi? Eh bien, justement, relocaliser, vous avez des questions qui doivent se poser au niveau de filières bois, mécanique, matériel électrique. Alors là-dessus, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est-à-dire que les économistes doivent se pencher là-dessus. Ils doivent se dire, ben voilà, quelle filière, voilà, vous me mettez 50 filières, là on peut se dire, ben non, parce que la chaîne de fabrication, ça nous coûterait beaucoup trop cher. Et le consommateur paierait. Là, non. C'est ça, c'est un point important. Parce qu'en fait, tout le monde a envie d'acheter du Made in France, évidemment, sauf que derrière, il faut poser la question aux Français, est-ce qu'ils sont prêts à payer le surcoût 10, 15, 20% plus cher qu'un bien qui est produit en Chine? Et si vous faites un référendum là-dessus, j'attends de voir la réponse. Ah, ben détrompez-vous, parce que les sondages... les gens disent qu'ils adorent Arte, mais ils regardent TF1. Alors, dans les sondages, effectivement, ils disent qu'ils sont prêts à payer 10-12% de plus cher. C'est peut-être plus que pour ça acheter aussi, c'est peut-être 10. Non, attendez, vous avez des... Produire un téléviseur, une télé en France, j'attends de voir si c'est 10% plus cher. Alors, c'est peut-être pas toute la chaîne de fabrication qu'il va falloir produire en France. Il y a peut-être des choses... Non, mais c'est ce que je vous dis, c'est-à-dire, il n'y a pas... là, quand on évoque ces sujets-là, souvent on dit « Ah, vous êtes un Nord-Coréen, vous voulez vous fermer, vous barricader, c'est l'Albanie. » Non, pas du tout. Il s'agit de voir de façon raisonnable, produit par produit, filière par filière, qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a peut-être des sujets, compte tenu du coût, compte tenu aussi, je dirais, des compétences aussi à court terme, ça, au moins dans les 10 prochaines années, on y renonce. En revanche, cette partie-là pourra être produite en France. C'est quand même un boulot à la fois des services de Bercy entre nous. On a supprimé le plan pour en faire un France Stratégie qui devrait produire un peu plus de choses là-dessus. Là, c'est vraiment à une génération de se poser les bonnes questions plutôt que de se dire je vais gagner 3 points de base sur une obligation high yield sur je ne sais pas quoi. Non, mais aujourd'hui, les économistes, ils sont intéressés par ça. Alors non, maintenant, il faut des choses... Et cette crise du coronavirus qui montre encore une fois notre dépendance, c'est l'occasion de se poser ces questions-là. Il est vital de relocaliser, c'est le point de vue de Franck Dedieu. On voit la couverture de Marianne de cette semaine, si elle s'affichait. Si on ne la voit pas, voilà. Donc on fait notre une sur la communauté de communes, tout le monde sait, on parle de l'agglo, etc. Bien, il faut savoir que c'est un détournement de démocratie parce que le maire pour lequel vous allez voter, vous apercevez que via cette super structure, il n'a plus la main, il n'a plus la main sur les déchets, sur les eaux, les transports. Et donc là, il y a un véritable problème de démocratie. Mais vous voyez, on est quand même assez liés par rapport à ce premier sujet. Autrement dit, le pouvoir de décision. Le pouvoir de décision, d'être maître de son destin, dans ce qu'on produit, dans ce qu'on Et gouverner, c'est... C'est prévoir, mais c'est aussi... gouverner, c'est gouverner. Voilà. Hein, c'est-à-dire, c'est ne pas décider. Certains ont décidé de ne plus décider, il faut aussi décider de décider. Allez, c'est dans Marianne cette semaine. Merci beaucoup Franck Dedieu, directeur adjoint de la rédaction de Marianne. Merci.